Honorable Aruna, Monsieur Alpha Condé, qui est l'un des facilitateurs de la CEDEAO pour le problème, pour la crise togolaise, a été interviewé par le journal des économistes de tropisme libéral. Alors, lors de cet entretien, M. Alpha Condé a tout simplement dit que les présidents africains ne devraient pas avoir de limitation de mandat car ils les empêchent de réaliser des projets ambitieux à long terme. Alors, quelle lecture faites-vous de ce que M. Alpha Condé vient de dire? Tout de suite, à chaud, je refute cela d'emblée. Bon, avant d'analyser cet aspect du professeur Alpha Condé, il me plaît de dire tout de suite quelque chose par rapport à l'intervention de mes chers amis. C'est-à-dire, c'est vrai, vous dites la même chose, mais d'une façon un peu parallèle. Parce que, en fait, la problématique que M. Komi est en train de dire, en parlant de vouloir poser la question pour savoir que, bon, le Sénat togolais existe, mais on n'a jamais entendu parler de ça. M. Klasio aussi dit, voilà, ils sont en train de pousser pour que, au fait fort, reviennent se présenter. Donc, ça revient, au fait, à ce que M. Klasio est en train de dire, et c'est une extension de l'idée de Komi. Parce qu'au fait, si le problème du Togo est un problème de constitution, mais qui, tout le temps, comme l'a dit le professeur, a appliqué, ou soit a élucidé les voies pour l'application, l'adoption d'une cour, ou soit des principes constitutionnels au Togo. C'est bel et bien le clan Yassingbe. Et connaissant le clan Yassingbe, tout le monde, même le bébé aujourd'hui qui est né, on sait que les choses n'ont jamais été faites dans les règles de l'art. Donc, c'est pratiquement c'est un problème pas du tout démocratique. Tout ce qui a été fait au Togo n'a jamais été fait dans les règles de l'art. Donc, on dit la même chose. Donc, ça revient toujours à la problématique de la Constitution. Et pour preuve, si jamais on n'a pas entendu parler du Sénat, ce n'est pas la faute du peuple. Comment le peuple peut aujourd'hui défendre quelque chose où ils ont peur depuis des années? Donc, ils ne peuvent rien faire. Ils ont les mains vraiment liées. Donc, et c'est pour ça que le combat du Togo est un combat du peuple. Bon, non, maintenant... Monsieur non, c'est important sur ce point. Maintenant, si on ne peut pas de façon naïve, M. Komi, dire que la Constitution, elle est là, et c'est pratiquement une Constitution qui n'est pas taillée sur mesure. La Constitution togolaise est taillée sur mesure pour un clan. Mais comment vous pouvez me dire aujourd'hui qu'au Togo, dans ce 21e siècle, à l'heure du numérique, où c'est seulement des élections à un seul tour, ça veut dire que s'il a 7%, l'autre a 6,99%, il est président. Et vous savez que dans ce contexte, l'opposition ne peut jamais gagner. Donc c'est taillé sur mesure depuis des années, depuis l'ère du père. Donc je comprends la frustration de l'opposition. Donc maintenant, si on dit que c'est un problème de constitution, on risque de donner un cachet blanc, si vous voulez, à la mouvance. Et ce que le professeur est en train de dire, le débat ne sera plus unifié. Aujourd'hui, le débat et le salut du peuple togolais, c'est dans l'unification de l'opposition. Quel que soit le bord, ça peut être le bord à Guillaume, le bord à Tchadam, le bord UFC, etc. Mais c'est trop au Togo. L'hégémonie du pouvoir d'Yassingbe est trop. Il faut reconnaître cela. Et l'autre chose, l'appel que moi je lance à l'endroit de l'opposition, je vous en prie, nous avons fait l'expérience au Bénin.
il faut que l'opposition togolaise dépasse cette petite considération. Je vous assure. Le principal symbole aujourd'hui, c'est le départ de force. Sinon, il vous baisera encore une fois, une seule fois. Monsieur et encore Aruna, une fois, vous allez vraiment, m'excuser pour le thème, mais il n'y a plus un autre thème plus logique pour dire les choses. Sinon, cette, comment dirais-je, Monsieur Aruna, on va aller du côté de Monsieur... on va aller du côté... Oui, on va aller du côté de Komi Komla qui attend impatiemment. Alors Komi, voilà un peu le raisonnement de nos amis panélistes. Alors, quelle lecture faites-vous? Non, je comprends ce que M. Aruna vient de dire et je suis parfaitement d'accord avec M. Aruna. Ce que je suis en train de dire, certaines personnes, par exemple, M. Aruna a évoqué le cas de pourcentage pour devenir président au Togo. Vous savez que Faure, qui est là aujourd'hui, il est devenu président avec à peine 24% des suffrages exprimés en 2015. C'est là le problème. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et c'est très simple. Est-ce que la constitution que nous avons maintenant, est-ce qu'on est prêt à respecter cette constitution? C'est ce qui s'est passé au Ghana. Les Ghanéens se sont mis d'accord à respecter leur constitution. Quand je dis est-ce qu'on est prêt à respecter la constitution qu'on a aujourd'hui, mais celui qui est appelé à respecter la constitution, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui est le gendarme de la constitution. Donc il faut comprendre ce que nous sommes en train de dire. Le problème togolais, c'est que les gens ne respectent rien dans ce pays. Et la constitution est là. Le gouvernement devait tout faire normalement pour avoir un Sénat. Et ce n'est pas le cas. Et d'une manière ou d'une autre, les Togolais ne savent, plusieurs Togolais ne savent pas qu'il y a un Sénat qui est prévu dans notre constitution. C'est comme ça, c'est passé à l'oubliette. C'est ce que je suis en train de dire. Non, je suis pas en train... Monsieur Serge, il faudrait que les Togolais puissent comprendre une chose. Nous ne pouvons pas essayer de chercher une chose et son contraire. Nous disons que, bon, je viens d'écouter monsieur Komi qui parle de est-ce que nous sommes prêts à respecter une constitution? Nous ne sommes pas prêts à respecter d'abord cette constitution parce que cette constitution, c'est ça qui cause le problème. C'est ça qui est le problème. Parce que la constitution n'est pas celle votée par le peuple. La constitution que nous avons aujourd'hui est celle traficotée par Nachamba et 3 personnes à l'Assemblée nationale pour pouvoir dire qu'ils ont amendé. C'est ça, le numéro 1. Maintenant, le numéro 2 que je veux que M. Komi puisse comprendre est que nous avons un problème de personnes. Nous n'avons pas des gens qui connaissent le sens de l'éthique au Togo. Les gens qui nous gouvernent ne savent pas, ne connaissent pas l'éthique, ce qu'on appelle morale, pour pouvoir diriger un pays. Donc, les gens qui ont la constitution sous la main ont des armes dans l'autre main et placent derrière les gens pour dire que viens ici réclamer le Sénat, on va voir. Et comment vous voulez que les gens, on dit, on réclame les choses. Les gens ont des armes. Et c'est ça que nous appelons l'éthique, le bon sens manque aux gens. Moi, je suis tellement surpris par moment quand j'écoute Gilbert Bawara et Christophe Tchao et autres là à la radio faire des raisonnements tortueux. Je me demande si ces gens ont été à l'école à l'étranger. Monsieur Serge, quand on veut servir un fils, un prince, on n'a plus les cervelles. C'est ce qui se passe au Togo. Donc nous avons l'inexistence de constitution adéquate. Nous avons un problème de personnes à l'application de cette constitution. D'accord. C'est pourquoi Monsieur nous Komi, demandons les réformes. Les réformes pour pouvoir écrire les principes, les procédures de respect de ces lignes que nous avions pour notre pays. Monsieur Komi, j'étais en train de faire une explication. J'étais dans une logique et j'aimerais que, bon, pour la suite du débat, qu'on me laisse au moins terminer ce que j'ai à dire. Vous avez 2 minutes, vous avez 2 minutes. allez-y, monsieur. On prend les 2 minutes de monsieur Classio, on vous les attribue, allez-y.
Vous savez, bon, donc c'est ce que je suis en train d'élaborer quand il a coupé le truc. Je comprends clairement la frustration de nous les Togolais face à cette situation. Mais aussi, il faut trouver l'approche la meilleure pour expliquer clairement le problème à beaucoup de Togolais. Que notre problème, c'est que nous avons des responsables politiques qui sont des médiocres et qui ne sont pas prêts à respecter ce que la Constitution dit. Mais si on peut copier un peu sur les Ghanéens, où l'opposition et la mouvance se sont assis pour l'intérêt du pays, si on peut copier un peu chez les Béninois, où tout le monde s'assied quand il s'agit du Bénin, et là où les gens sont ils sont très préoccupés par le développement de leur pays, dans le respect de l'homme, c'est-à-dire le respect de l'homme, ce qu'on n'a pas au Togo. On n'a pas ça au Togo. Il y a beaucoup de choses qui se passent et je ne suis pas choqué quand vous avez dit que le Togo est le dernier de la classe dans la sous-région CEDEAO. Vous croyez que moi, ça ne me fait pas honneur. Je suis un Togolais nationaliste, quelqu'un qui aime mon pays. Et en aucun cas, je ne peux pas vous dire que la situation de notre pays aujourd'hui est une joie pour moi. Non. Donc, je vous remercie. D'accord. Okay. Merci finalement, monsieur Komi Koma. On va passer rapidement à l'actualité au Sénégal, comme ainsi. Alors, professeur, l'élection présidentielle du Sénégal fixée au dimanche 24 février 2015 prochain. Alors, 2019. Monsieur Macky Sall a quand même pris une structure de pouvoir faire l'estimation, c'est-à-dire voir si il peut avoir une popularité. Alors, il a essayé de contacter ce cabinet qu'on appelle ICO de Moubarak LO. Et voilà ce qui s'en sort. Monsieur Macky, dans toutes les régions, on a vu qu'il n'était pas élu. Alors, professeur, avec le Sénégal, où nous avons aujourd'hui la démocratie, monsieur Macky Sall est en train maintenant de sillonner le Sénégal pour essayer de voir sa popularité. Mais nous avons l'impression que monsieur Ousmane Sonko a déjà essayé de mettre la machine en marche. Alors, est-ce que monsieur Macky Sall peut encore espérer pour les présidentielles prochaines? Parce que nous avons beaucoup de candidats. Merci beaucoup, M. Serge Niawa. C'est pourquoi les Togolais, comme l'a dit Komela, sont frustrés, puisque ça, c'est quelque chose d'élémentaire. Le fait de sillonner le pays pour prendre le pouls. Vous voyez, et au Togo, on n'en a pas. C'est ça qui fait mal en tant que Togolais. C'est-à-dire que ce qui est déjà élémentaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se battre pour ça. Au Togo, pour simple meeting de l'opposition, il faut se battre. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment, nous sommes dépassés. Alors, c'est pour dire qu'au moins au Sénégal, et ils ont déjà ça. Ils ont maintenant, ils vont mettre ça de côté. S'il y a une bataille à engager entre les politiciens, c'est sur d'autres choses pour encore faire avancer le Sénégal, la démocratie sénégalaise. Moi, je pense que Macky Sall puisse recruter des cabinets pour venir faire des sondages, c'est une bonne chose. Mais seulement que c'est au moyen de l'État. Il utilise les ressources de l'État actuellement. Ce n'est pas comme aux États-Unis où les démocrates, c'est eux qui recrutent leurs gens de sondage, c'est les républicains qui le font pour faire quelque chose à l'interne. Maintenant, au-delà de ça, les médias de façon indépendante font aussi des sondages. Bon, en Afrique, bon, c'est bon. Macky Sall, il a eu le mérite d'avoir quand même pensé qu'il faut faire des sondages, même si c'est le bien de l'État, même s'il avait la capacité de pouvoir manipuler, parce que c'est lui qui met les moyens à la disposition de ce cabinet-là.
c'est bon. Bon. Malheureusement pour lui, si ce sondage-là prouve qu'il est en difficulté dans les régions, bon, tant mieux. Il dit que quelque chose a été fait. Et moi, je salue d'ailleurs cela, puisque cela ne démontre que de l'avancée démocratique au Sénégal. Puisqu'au moins, on peut faire des sondages, on les publie et le peuple se situe par rapport à ce qui se passe. C'est que nous, on n'est même pas encore proche de là. Puisque pour le moment, il n'y a pas de chance égale s'il s'agit de faire un débat politique. Parce que d'un côté, c'est les armes qui font l'argument, de l'autre côté, c'est les mains vides. Bon, c'est pourquoi on ne peut pas faire. Mais moi, je salue quand même Macky Sall d'avoir fait cela, même si il a utilisé le bien de l'État, mais c'est un pas pour la démocratie sénégalaise. Alors, M. Classio. Oui, il faut dire que, bon, vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut aller pas à pas. Sénégal, oui, bon, au moins, il y a un début de démocratie là-bas. Comme vient de le dire mon cher ami, je ne peux pas quand même encore répéter ce qu'il a dit. Il faut au moins faire les choses dans les normes. C'est ce qui est important. Quand nous parlons aujourd'hui de la démocratie, ou bien les gens appliquent la démocratie ailleurs, ce ne sont pas les animaux qui appliquent la démocratie. Nous, les chefs d'État africains, certains chefs d'État africains font à telle sorte qu'on considère, on met tous les Africains dans un même panier. Moi, c'est ma première frustration, parce que je suis un Africain. Je le réclame partout où je suis. Il faudrait que les gens commencent par mettre le sens de l'application des lois. L'application, ce que vous-même vous êtes dit, comme nous venons de le dire maintenant, il faut qu'on l'applique. C'est ce que Macky Sall est en train de faire. Il sait que dans les lois, il peut faire venir quelqu'un pour pouvoir... Mais est-ce qu'il utilise les ressources de l'État ou bien ses propres ressources? Bon, mon professeur vient de dire que c'est l'État. Bon, ça, je ne veux pas me mêler. Mais il doit utiliser aussi les ressources qu'il faut pour pouvoir faire le travail. Par exemple, au Togo, tout se trouve sur le budget de l'État. Et on qualifie les familles Gnassingbé de riches. Alors que le Togo fait plus de 1000 milliards de budget par an. Et arrivé un moment, on flatte 5 milliards dans la population et on dit que Fort Gnassingbé a de l'argent. C'est le Togo qui a de l'argent, ce n'est pas la famille Gnassingbé qui a de l'argent. Il faudrait que les peuples commencent à comprendre ces petites choses. Et c'est ce que nous réclamons dans les États comme Togo, Sénégal et dans tous les pays. Il faudrait que le pays puisse comprendre que la richesse qu'on est en train de distribuer, c'est à nous. Ce n'est pas à Fort Gnassingbé. Fort Gnassingbé est venu ici aux États-Unis, a fait le MBA, il n'a jamais travaillé dans sa vie. D'accord. Monsieur Classio, on reviendra tout à l'heure à vous. On va passer rapidement à notre ami Koma. Alors, Monsieur Koma, voilà, les élections seront organisées en février prochain au Sénégal. Monsieur Macky Sall est le président sortant et c'est lui-même qui va organiser les élections. Vous croyez qu'il va les perdre parce que c'est le président sortant? Bon, on parle d'élections législatives, n'est-ce pas? Non, ça, ce sont les élections présidentielles 2019 au Sénégal. Ok, donc je pense que c'est un exemple à suivre. Parce que la politique, c'est une science qui change et il faut changer avec les choses. Ce qui se passe au Sénégal actuellement, je pense que, si j'ai bonne mémoire, ça avait commencé en Gambie. Avant que l'actuel président gambien ne devienne président, il y a eu des travaux qui ont été faits par des firmes anglaises sur essayer de voir quelles sont ses chances, comment est-ce qu'il peut gagner et comment est-ce qu'ils vont faire pour qu'il gagne. Donc, il faut aussi que les oppositions aussi apprennent et qu'ils arrêtent d'utiliser les mêmes méthodes qui ont échoué dans le passé. Vous voyez, aujourd'hui, Macky Sall vient d'innover. Il vient de mettre quelque chose que certains présidents aussi doivent apprendre. C'est comme ça que les choses doivent être. Moi, je félicite Macky Sall pour avoir même eu l'idée d'entrer en sondage. Mais il faut toujours faire attention avec les sondages. On avait vu ça avec l'élection passée aux États-Unis. Les sondages donnaient un autre candidat
comme favori. Mais à la fin, bon, il y a aussi le travail sur le terrain qui importe. Donc, je ne pense pas que c'est trop tard pour Macky Sall. Il y a toujours le temps pour essayer de travailler sur comment revenir à la hauteur. Et je pense que sa gestion du pays n'a pas été aussi, excepté certains problèmes d'emprisonnement et autres, je pense qu'il n'a pas été trop mal. Donc, c'est aux Sénégalais de décider. Mais surtout, il faut que nos politiciens ailleurs en Afrique puissent apprendre de cela. Qu'avant d'entrer dans une course électorale, il faut prendre le pouls. Et même si l'adversaire a des stratégies machiavéliques qu'il utilise, un politicien doit penser à comment démolir le plan et la stratégie de l'autre. Et quand votre stratégie initiale ne marche pas, pensez à un plan B. C'est là où il y a une différence entre les politiciens et les activistes. Merci. Merci, M. Komi. Alors, M. Suleiman Harouna, vous êtes un enfant du Sénégal. J'ai essayé de vous mettre en dernière position. Alors, nous savons aujourd'hui qu'au niveau du Sénégal, on nous dit que M. Karim Wade revient. L'ONU demande à ce qu'on réexamine comment je peux appeler ça? Monsieur Karim Wade a été condamné par la crière que vous connaissez, et l'ONU essaie maintenant de venir pour dire que ça a été une violation, donc il faudrait qu'on réexamine, on réexamine encore cette condamnation. Alors, avec ce que nous avons vécu, parce que au niveau du Sénégal, on nous dit que aucune organisation ne peut aller contre la décision de la CRE. Monsieur Harouna, avec ce que l'ONU a dit, est-ce que vous voyez réellement que le Sénégal pourra respecter la version de l'ONU, la position de l'ONU? Parce que l'ONU parle d'une violation des droits de l'homme. Merci beaucoup, monsieur Serge, monsieur le journaliste. Voilà, d'entrée, je vais dire que la décision de l'ONU n'est pas une décision contraignante. Il faut que les gens vraiment fassent la nuance. Vous voyez. Donc, ce n'est pas une décision, si vous voulez, qui sort d'une juridiction particulière. Donc, elle n'est pas contraignante. Vous vous rappelez, au niveau des émeutes à Abidjan, donc les chefs d'État sont allés rencontrer Gbagbo et pour lui dire, bon voilà, il faut que tu puisses partir, et Gbagbo a résisté. Donc, cet arrêté de l'ONU n'est pas contraignante pour que cela puisse être exécutoire. Mais ce que cela a, ça a une force politique et une force en matière de relations diplomatiques et en matière de moralité. Puisque le Sénégal est un pays signataire, si vous voulez, de ces décrets. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le Sénégal ne peut pas entrer en bras de fer avec l'ONU. C'est clair. Est-ce que vous voyez? Donc, mais si le Sénégal tente de le faire, il peut le faire. Est-ce que vous voyez? Mais cela aura des retombées politiques, diplomatiques, même économiques, très fortes. Ce qui va rejaillir sur le pays. Donc ça, c'est clair. Donc, ça sera des sanctions beaucoup plus politiques, diplomatiques, économiques, etc. Donc, c'est très important. Donc, mais là, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, ces coups d'exception, ces coups nazis qui se fondent en Afrique maintenant, qui deviennent panacées, comme c'est le cas au Bénin, ces coups ont tendance à être rejetés par les pays africains.
même au niveau international. Parce que c'est clair qu'il y a eu violation de son droit d'abord intrinsèque en tant qu'humain, et il y a eu violation de tous les principes et sacro-saints du droit dans ce procès. Je les ai suivis et c'est la même chose qui s'est passée au Bénin en ce qui concerne notre patriote Sébastien Adjavon. Donc, c'est la même référence. Donc, aujourd'hui, Karim Wade est un peu à l'aise parce qu'on peut lui donner une des recommandations de l'ONU, c'est de lui donner la chance d'être rejugé. Et je pense que si le Sénégal est un pays démocratique, défenseur des droits humains, le Sénégal est obligé d'obtempérer cet arrêté de l'ONU en rejouant la carte du Conseil des Nations. C'est très important. Maintenant, et par rapport à Karim Wade, Karim Wade, c'est un citoyen et c'est un Sénégalais, et je n'ai jamais entendu, depuis l'existence des procès et depuis l'existence où on donne la grâce à un individu, que cette personne soit graciée et ne puisse pas être dans son pays. Il y a un problème. Et que cette personne puisse être graciée et on lui demande encore de payer 132 milliards. Donc, il y a un problème. Donc, c'est pratiquement un procès politique. Et comme l'a dit le père de Karim, un procès de ce genre est politique et ça n'a rien à voir avec des arrangements où on remet en cause le droit de cette personne qui est victime. Donc, ça se résout par des settlements, pas des arrangements politiques. Et c'est de ça qu'il va s'agir au Sénégal. La preuve, le 5 décembre est annoncé pour que Karim Wade puisse rentrer. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Et vous êtes journaliste, vous savez, vous voyez tous ces journalistes du monde entier qui viennent déjà au Sénégal pour être témoins de ce qui va se passer au Sénégal. Quand le père Wade dit qu'il n'a plus rien à démontrer et que ça sera sa mort à l'aéroport, sinon tentait à la vie de son enfant. Et je vois. Donc, c'est extrêmement un problème politique que je pense que le président Macky Sall a vraiment fait quelque chose où l'opinion internationale va dire qu'il sera garant, ou soit il sera pratiquement la personne responsable dans ce qui va se passer. Donc les jours à venir, vraiment, vont nous donner beaucoup d'informations. D'accord. Voilà, de pression, vous allez m'excuser, au Sénégal. Donc, par rapport au sondage dont vous parlez, bon, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Macky Sall, c'est un animal politique. Est-ce que vous voyez? Et moi, en tant que politicien, je ne peux pas faire des audits et vouloir publier ça parce que ces audits n'étaient pas en faveur de Macky Sall. Donc ça peut être une stratégie politique pour dérouter son adversaire. D'accord. Ça peut être une stratégie politique pour dérouter son adversaire. Nous sommes en politique. Et ces adversaires diront, voilà, en aucun cas il ne peut gagner dans ces électorats. Ce n'est plus la peine de faire la campagne là-bas. Et Macky Sall va les surprendre. Donc, je suis pratiquement un peu en réserve par rapport à ces sondages et par rapport au fait de dire que Macky Sall est bien, c'est bien ce qu'il a fait, mais ce n'est pas les mêmes sondages aux États-Unis dans les grands ensembles démocratiques. D'accord, on reviendra tout à l'heure à vous. Ce qui se passe. Voilà. Monsieur l'honorable, on reviendra tout à l'heure à vous. Alors, professeur, voilà, monsieur Karim Wade, on nous dit que dès qu'il met ses pieds au Sénégal, directement, il sera emprisonné.
alors que l'ONU veut qu'on réexamine encore sa condamnation. Monsieur le professeur, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, c'est pourquoi je vais souscrire entièrement par rapport à ce que M. Haruna vient de dire, là où il parlait du paradoxe, et que quelqu'un qu'on gracie et au même moment il ne peut pas vivre dans son pays. Bon, je ne comprends vraiment pas pourquoi Macky Sall dit qu'il va arrêter, il s'appelle comment, Karim Wade. S'il a été gracié, bon, il a gracié juste pour pouvoir l'éloigner du pays, afin que son pouvoir ne puisse pas être gêné. C'est ça. C'est pourquoi le groupe de la Criade, ou vous l'appelez quoi, son la groupe criée. qu'il a créé pour la criée. C'est pourquoi ça devient problématique. Parce que normalement, il peut avoir raison, parce que nous tous nous condamnons à ce que des fils deviennent riches parce que leurs papas ont été présidents. Ça, tout le monde doit condamner ça. Mais si ça devient seulement une chasse aux sorcières pour éloigner les adversaires politiques comme l'ont appris à faire les présidents africains, parce que nous avons déjà un cas au Bénin. C'est là où nous disons que ça ne va pas. Il y a un paradoxe là-bas. Si Macky Sall a jugé bon de gracier Wade, il a gracié avec tous ses droits. Donc il ne peut pas dire que Wade n'est pas sénégalais, donc il ne peut pas mettre pied parce que... Alors il fallait le garder en prison. Macky Sall savait que Wade en prison serait plus dangereux pour lui que Wade libéré, Karim Wade libéré. C'est pourquoi il a laissé partir. Donc, il sous forme comment on appelle-t-on, de grâce présidentielle, alors que ce n'en est pas une. Puisque du moment où il dit s'il met pied, il va l'arrêter. Donc, il veut que Wade devienne un apatride. Qu'est-ce qu'il veut qu'il devienne? C'est là où je veux que Macky Sall vienne répondre à la question. Qu'est-ce qu'il veut que Karim Wade devienne? Un non-sénégalais? Bon, donc nous, en tout cas, nos présidents, moi je ne sais pas, je ne sais pas vraiment. Donc c'est ce qui a fait que Macky Sall devient impopulaire au Sénégal. Parce qu'il est en train d'arrêter tous ses adversaires. Regardez Khalifa Fall. C'est la même chose. Alors que lui-même, il a quitté le camp de Wade à cause de ces choses-là. Voilà, tu tournes et tu fais la même chose. Bon, finalement, les Africains, vraiment, c'est de nous faire honte. C'est tout ce que moi je peux dire. D'accord. Il faut Monsieur Classio, on nous apprend que, après des enquêtes, on n'a même pas eu réellement ce que M. Karim Wade a pris. Hier, au niveau du Bénin, on parlait de la CREI. Aujourd'hui, au niveau du Sénégal, on parle de la CREI. Alors, ces structures ont été-ils mises en place pour pouvoir éloigner les adversaires politiques qui sont plus charismatiques, M. Classio? Vous savez, ce que vous ne comprenez pas en Afrique, c'est que vous criez qu'il y a dictature. Les présidents qui arrivent, les nouveaux présidents qui arrivent, que ce soit au niveau du Bénin, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Togo et tout ça là, vous criez, il y a de la dictature. Maintenant, le président arrive, le président est toujours dictateur. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, nous allons moderniser la justice. La population crie, oui, nous allons moderniser la justice. Et rapidement, les gars prennent la justice contre vous. Ils disent, tout simplement, ils placent des gens très sérieux, et bon, des amis sérieux autour du sac, et puis ensuite, ils disent que la justice travaille. Et vous savez ce que le juge fait? Il voit les lignes et interprète autrement. C'est ce qui se passe en Afrique. Vous pouvez voir Gbagbo, quand Gbagbo est arrivé, le cas de Gbagbo, quand Ouattara est arrivé, il a confié Gbagbo à la justice pour pouvoir l'écarter du pouvoir et puis ensuite gérer le pays. Le cas du Togo, quand Faure est arrivé au pouvoir dans la rivière du sang des Togolais, à plus de 500 000 morts, quand il est arrivé, rapidement, certaines personnes veulent, par exemple, venir avec des grands business comme Alberto Olimpio et Agba Bertin et autres là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rapidement
pistonner la justice qui est modernisée, puis ensuite condamner les personnes, parce qu'on ne veut pas avoir des riches à côté. Les riches dérangent les dictateurs, dérangent les pouvoirs. C'est ce qui se passe en Afrique. On rapidement fomente quelque chose comme un coup d'État contre son petit frère Pacha, et le juge dit autre chose et on le condamne. C'est comme ça l'Afrique. Et c'est pourquoi nous devons nous lever contre ces genres de choses pour que les justices deviennent des justices indépendantes. Vous venez de parler tout à l'heure de l'action de l'ONU sur le Sénégal. Dans ces genres de contextes, il faudrait que nous clarifions les choses. Il y a deux contextes. Mais le cas de l'ONU actuellement, ce que l'ONU est en train de dire dans le cas du Sénégal aujourd'hui, c'est ce que M. Harouna vient de dire, n'a pas d'effet exécutoire. Mais par exemple, l'ONU, dans certaines crises, par exemple, si l'ONU est saisie pour pouvoir être un médiateur, oui, quand l'ONU délibère, ça peut être exécutoire. C'est le cas, par exemple, du Togo aujourd'hui, où les gens parlent, disent que les décisions de la CEDEAO ne sont pas contraignantes. C'est pour bluffer, c'est pour prendre le cerveau du peuple et dire que c'est ça. Non. Le cas du Togo aujourd'hui, il y a une crise, vous allez vers les médiateurs, l'ONU ou la CEDEAO prend une décision, cette décision est devenue une décision exécutoire. C'est ça. Maintenant, les gens vont sur les radios faire des commentaires, tout ça là. C'est comme ça qu'on est en train de tromper l'Afrique. D'accord, M. Cassio. C'est à nous aujourd'hui de nous lever pour pouvoir situer les gens sur les contextes. C'est ça. D'accord. Monsieur Cassio, on va revenir tout à l'heure à vous. On va passer rapidement à notre ami Komi qui attend impatiemment. Alors, Komi, vous avez la parole. Bon, et Serge, merci pour la parole. J'aimerais que M. Cassio peut m'expliquer un peu pourquoi la décision de la CEDEAO est exécutoire dans le cas togolais. Ok, je vais t'expliquer ça clairement. Oui. Quand une organisation internationale fait une recommandation, oui, ce n'est pas exécutoire. Mais quand il y a une crise et que vous saisissez cette organisation internationale sur des points précis de la crise et que cette organisation délibère quelque chose pour vous, c'est exécutoire. Vous devez prendre ça en considération. Selon quoi, s'il vous plaît, monsieur? Selon quoi? Basé sur quel article ou bien quel? Non, selon ce que vous êtes signé au niveau de cette institution. Okay. C'est ça. Non. Je pense on va revenir au cas du Togo tout à l'heure. Monsieur Comment? Ça soit clair. On parle du cas du Sénégal. Non. On parle du cas du Sénégal. Pardon? Nous sommes au Sénégal, monsieur Komlan. Oui, bon, dans le cas sénégalais, par exemple, si le cas, parce qu'il y a une juridiction nationale et il y a une juridiction internationale. Il y a eu des cas, par exemple, au Togo qui sont pratiquement pareils à ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. On a eu le cas de l'ancien ministre, comment on l'appelle, Bodjona, où la CEDEAO avait donné un jugement et le Togo ne voulait pas respecter. C'est qu'il n'y a pas de mécanisme qui va forcer le Togo pour respecter cela. Non, c'est ça que vous trompez les gens. Vous savez, vous trompez les gens. Il faut qu'on clarifie ça rapidement. Okay. Vous savez, la cour de la CEDEAO, cour de la CEDEAO est au-dessus de la cour interne, la cour nationale. Si la CEDEAO a prévu ceci, si vous êtes dans votre pays, parce que la cour de la CEDEAO est pour les peuples, si vous êtes dans votre pays et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez au niveau de la justice interne et que la justice délibère et que tu n'es pas satisfait, tu peux avoir recours à la cour internationale qui est la cour de la CEDEAO. Quand la cour de la CEDEAO délibère, vous pouvez avoir recours jusqu'à ce que cette cour finalise le dossier. Quand la cour finalise le dossier, c'est devenu obligatoire à la cour nationale de donner justice à la personne. Ok,
Je on vous dis n'est que pas dans ce contexte, c'est vrai. On n'est pas dans le contexte, M. Classou, dans le contexte du Sénégal, c'est un groupe. Ils ont donné un mémorandum. Voilà, c'est un groupe. Maintenant, si de façon classique, et je vais vous dire quelque chose, si c'est comme Sébastien Adjavon. Sébastien Adjavon a été coupable, non, a été relâché dans le dossier de cocaïne. Aujourd'hui, l'affaire est pendante au niveau de la cour de l'OUA. Okay? Donc, si aujourd'hui, cette cour africaine reconnaît le tort, parce que Sébastien Adjavon a intenté un procès contre l'État du Bénin. Donc, si aujourd'hui, Sébastien Adjavon, aujourd'hui, cette cour africaine lui donne raison. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, l'affaire a été jugée devant une juridiction africaine qui est au-dessus de la juridiction béninoise. Du moment où les Béninois, le Bénin, est subventionnaire de cet accord entre les pays africains. Voilà, entre les pays africains et son pays. Donc ça, je suis parfaitement d'accord. Dans ce cas-là, les décisions de cette justice est contraignante. Donc automatiquement, comment dirais-je, la décision qui rend coupable le Bénin doit s'appliquer au Bénin. Ça fait clair. Maintenant, permettez-moi de faire cette nuance rapidement pour que les gens puissent comprendre. Parce que les gens trompent des gens sur les radios, sur les télévisions. Vous savez, la Cour... C'est différent, c'est différent de ce qui s'est passé avec le cas Karim Wade. C'est un groupe de travail. C'est un mémorandum. Tout à fait. Donc, d'accord. Mais si c'était une juridiction comme la Cour africaine des droits de l'homme, et il y avait eu le procès normalement fait, et la Cour dit le droit, automatiquement, l'État béninois ou l'État togolais, soit n'importe quel État, dans ce cas, est obligé, Monsieur Aruna, d'être en phase avec cette décision. Monsieur Aruna, justement, c'est ce qui se passe au Togo. On fait des juridictions au niveau des cours internationales. C'est ce que M. Komi veut me dire. Maintenant que ça, ce n'est pas imposé à quoi? Et maintenant, au cours des organisations internationales, la recommandation d'une organisation internationale est différente aussi des décisions prises au cours d'une crise. Les gens, il faudrait que les gens comprennent les termes des choses. Monsieur Classio, je pense que quand on est dans une arbitration, il y a des procédures conçues. Quand on est tout juste dans une médiation, il y a des procédures conçues. Donc, il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on est en train de dire. Parce que expliquer les choses aux gens. Dans une crise, il y a ce qu'on appelle médiation et il y a ce qu'on appelle arbitrage. Effectivement. Quand il y a arbitrage, il y a un blocus. OK? Quand il y a arbitrage, il y a blocus. Quand il y a blocus et que l'organisation qui est au-dessus de vous débloque le blocus, ça devient une décision. C'est ça. Mais dans le cas togolais, jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dans une médiation. Non, mon frère, il y a dans le cas togolais, ce que vous ne comprenez pas, on est dans une médiation, mais il y a des arbitrages sur des points. D'accord. Monsieur Komi, on va aller du côté du professeur parce que... Non, c'est important. Il faudrait qu'on épuise notre programme. Alors, professeur... De médiation, hein. Non. Mais non, on est en médiation, qu'on ne dise pas autre chose au peuple. Non, monsieur Komi. Non, on est en médiation. Monsieur Komi. Non, je m'excuse. Il y a un contexte de médiation, mais une médiation que nous rejetons. Parce que nous voyons que le peuple ne se retrouve pas. Mais ce qui est sûr diplomatiquement, c'est une médiation. Parce que nous voyons que
cette médiation de la CEDEAO est comme un marché de dupes pour le peuple togolais. D'accord. Mais c'est une médiation. On va passer au professeur. On reviendra tout à l'heure à vous. Monsieur Serge, oui. Nous sommes à une télévision. Il faut que les gens comprennent les termes. Dans une médiation, il y a des arbitrages sur des points précis. Le cas par exemple, je vais donner un cas précis. Le cas par exemple de UFC et la C14 tout dernièrement, c'est un point de blocus. On a arbitré et la décision est obligatoire. Non, je pense que si M. Classio veut aller sur ce terrain, je pense que c'est un peu glissant. Parce que sur D'accord. Je crois que M. Coman, M. Classio, M. Coman, M. Classio, on va revenir à vous. Monsieur le professeur, voilà, nous sommes toujours au Sénégal. Il y a ce qu'on appelle les fonds politiques. Et au niveau de ces fonds politiques, c'est ce qu'on appelait au niveau de la Côte d'Ivoire comme au Togo, fonds de souveraineté. Voilà que M. Macky Sall reçoit 738 millions de francs par mois. Et le président de l'Assemblée nationale reçoit 50 millions de francs par mois. C'est une cagnotte. Alors, M. Sonko arrive, Ousmane Sonko arrive, et dans son plan de gouvernement, il dit qu'il va essayer d'annuler tout ça. Il va supprimer tous ces fonds-là. Alors, monsieur le professeur, est-ce que monsieur Ousmane Sonko vient réellement faire un bon travail dans le sens que, au niveau de monsieur Wade, au niveau de Abdou Diouf, au niveau de Senghor, ces fonds de souveraineté existaient. Mais au Sénégal, on les appelle fonds politiques, qui sont destinés, d'après Ousmane Sonko, à essayer d'acheter la conscience d'autres partis pour pouvoir se les accaparer. Monsieur le professeur. Mais vous avez déjà répondu à votre question. Parce que tout achat de conscience doit être condamné. C'est grave. C'est dévaluer l'homme. C'est les déshumaniser. Alors, si c'est des fonds qui sont connus comme tels, qui servent, n'est-ce pas, à manipuler, à acheter les consciences des citoyens libres, moi je pense que, en fermant mes yeux, je vais dire qu'il faut les supprimer. Vous savez, même en politique, ce n'est pas seulement en économie ou bien en académie qu'on parle de ce qu'on appelle best practices. C'est-à-dire que les pratiques, les meilleures pratiques des choses. Peut-être que M. Sonko a regardé autour de lui, là où on parle de démocratie, il n'a pas vu des présidents recevoir des fonds comme ça, gratuitement, sans justification. On ne rend pas compte et on les utilise comme on veut, comme tu l'as précisé, pour pouvoir acheter la conscience des gens. Voilà pourquoi les gens s'accrochent au pouvoir comme des chauves-souris en Afrique. Puisque quand vous voyez de l'argent gratuit comme ça venir chaque fois, vous allez quitter le pouvoir pour aller où? C'est ça le problème. Alors moi je pense que ce n'est pas parce que Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et puis Macky Sall l'ont fait qu'il faut laisser. Non, non, non. Si cela n'est pas du bon côté de ce qu'on appelle best practices, il faut l'enlever afin que l'argent puisse être utilisé pour construire des hôpitaux dans un village au nord de Thiès ou de Caille là-bas, quelque part. Vous voyez? Alors moi je pense que vous savez que bon, les gens vont me dire que je suis d'abord, j'ai un penchant pour Sonko. Ils vont me dire c'est pourquoi. Non, 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 non. Je raisonne ici, c'est-à-dire qu'au-delà de mon soutien à Sonko, ici c'est le bon sens qui prime. Si vraiment ces gens-là utilisent cet argent-là à des fins autres, si c'était par exemple de la philanthropie, où les gens peuvent utiliser l'argent-là, je donne 2 millions pour reconstruire l'hôpital de ce village, ou bien cet orphelinat-là, j'utilise l'argent pour ouvrir un orphelinat quelque part, moi je dirais, bon, ça sert du bien. Mais si c'est pour des points politiques, moi je dis qu'il faut les supprimer. Parce qu'il faut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est ce qu'on dit. Comme ça, tout le monde va concourir, il va aller aux élections avec les mêmes moyens. Lui, au-delà des moyens de l'État dont il dispose, il a encore cette somme-là à côté. Et là, il va vendre, il va acheter les pauvres. Alors les gens votent, c'est pas parce qu'ils aiment, mais c'est parce qu'on a acheté leur vote. Et ça doit être condamnable. Et c'est condamnable, et il faut condamner ça. Moi, je pense que je soutiens, il s'appelle comme Sonko, s'il peut le faire, tant mieux pour le peuple sénégalais, puisqu'ils vont économiser de l'argent. Alors, avant de passer à un autre chapitre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose?
Ouais, Serge. Oui, monsieur Komla. Ok, Ouais. non, vas-y, monsieur Komi. Ok. Je pense qu'il faut aussi comprendre que ils sont en campagne et le problème de l'Afrique, si je fais par exemple référence au Bénin, Patrick Talon est venu, il a fait des promesses compte tenu de ce qui se passait au moment où il voulait devenir président. Mais quand il est arrivé, ces promesses-là, il les a, d'une manière ou d'une autre, il les a brisées de manière fracassante. Merci. Le président de la République, par exemple, c'est-à-dire c'est une institution. Si l'État sénégalais, encore une fois dans leur constitution, pense que les fonds-là, l'institution président de la République a besoin de ça, et il y a des comptes pour essayer de voir comment est-ce que ces fonds sont utilisés. Vous savez, le Sénégal, je ne pense pas que c'est comme le Togo à 100%, où le président gère la chose publique de manière opaque. Le président de l'Assemblée aussi, dans plusieurs pays, ce sont des institutions. Je vais encore vous dire quelque chose. En France, il y a eu un président qui hébergeait d'une manière ou d'une autre sa maîtresse aux frais de l'État. Ouais. Et ça, c'est l'institution. Vous voyez, si c'est en Afrique maintenant, on va commencer par crier non. Vous savez, il y a des pratiques qui sont purement politiques. Et en tant que politicien, il faut qu'on comprenne ça, que dans les campagnes, au moment des campagnes, les gens disent beaucoup de choses. Vous ne serez pas surpris si il s'appelle Songo ou quoi, il arrive, il peut même tripler les fonds là. Regardez ce qui se passe au Bénin avec Patrice Talon. Donc, bon, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre d'une manière... et donc, ce sont des promesses de campagne. On va voir quand il va devenir président, s'il va les faire ou pas. Merci. Merci beaucoup. Merci, comment je vais tout de suite réagir. Je vous en prie, c'est important. Je vais tout de suite réagir. Vous savez, le législateur, en fixant ce que nous appelons les fonds politiques ou soit les fonds de souveraineté, ce n'est pas pour rien. Vous voyez, c'est pour faire face à des situations précises. Vous voyez. Donc, je vais plus loin et je vais appeler ces fonds des fonds de discrétion. Vous voyez. Donc, c'est des fonds où ils ont seul le pouvoir discriminatoire pour exercer. Vous voyez. Ces fonds. Donc, je pense que ce que Sonko veut dire, et pour connaissant le Sénégal, il faut dire au marché que c'est ces fonds souverains qui sont le grenier de la corruption au Sénégal. C'est le grenier de la haute corruption au Sénégal. Est-ce que vous voyez? Sinon, comment vous pouvez savoir, imaginer que tous les premiers ministres, tous les politiciens sénégalais sont riches? Ça, c'est une impossibilité mathématique. Mais ils trouvent l'argent où? Tous ces politiciens, même le président Macky Sall. Le président Macky Sall avait des difficultés pour payer 60 000 de loyer. Donc, le président Macky Sall est resté tout le temps à New York. Donc, comment se fait-il que le président Macky Sall est extrêmement riche aujourd'hui? Tous les politiciens sénégalais, comment ils se sont en... Donc, toute la problématique, elle est là. Et quand je me souviens de certains débats où tous ces politiciens, à commencer par les Souleymane Ndélé, tout ça là, mais ils disent que le président Ouad a utilisé son pouvoir en ce qui concerne les fonds politiques pour lui donner. Et c'est sans justification. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le président Ouad pouvait donner de façon unilatérale 200 millions, 300 millions à quelqu'un. Et ça, c'est la piste. Et c'est pourquoi je dis que cette piste-là, c'est le grenier vraiment de l'escroquerie et de la corruption, de la haute corruption
au Sénégal. Donc si aujourd'hui, un jeune du nom de Sonko a vu cela, puisque c'est un expert, c'est un inspecteur, c'est un comptable donc, qui connaît et qui a dénoncé. Et c'est pour ça qu'il a été radié par Macky Sall. Donc, il sait de quoi il parle. Donc, pourquoi les Sénégalais sont en train de croire en ce jeune? Tout simplement parce qu'il sort des vérités et il fait des analyses par rapport à ce qui se passe au Sénégal et par rapport à ce qui gangrène la vie des Sénégalais. Donc, moi, je pense qu'il ne s'agira pas de supprimer ces fonds politiques, mais il faut ramener ces fonds politiques au rabais. Il faut revoir le cadre et la façon d'institutionnaliser, de mettre à disposition ces fonds au niveau de ces institutions. Et je pense que ces fonds, surtout pour le président, est trop high. D'accord. Donc on ne peut pas vraiment être un leader de la trempe de Sonko. D'accord, M. Haruna. On va revenir tout à l'heure à vous. M. Haruna, on reviendra tout à l'heure à vous. M. Classio, une seule minute, allez-y. Vous savez, tout ça là, bon, M. Haruna vient de le dire, des fonds de discrétion, c'est ce que j'allais dire. Mais vous savez, le problème est que quoi? Avant qu'on accuse quelqu'un sur un fonds de discrétion, cela veut dire que il a utilisé le fonds qui ne fait pas partie des procédures de l'institution. Quand une institution, prenons par exemple un ministère de la République du Togo ou bien du Sénégal, quand le ministre a des fonds de discrétion, il y a ce qu'on appelle les procédures. Les procédures doivent être respectées dans l'utilisation de ces faits. Si le fonds, une ligne, permet au ministre ou bien au chef de cabinet de voyager avec sa femme dans la procédure et de payer par exemple des hôtels et tout, le fonds est limité sur ça. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous en Afrique? Parce que je viens d'écouter, on dit que si on a fait ça en France, si on fait maintenant en Afrique, on va crier que quoi? C'est parce qu'en France, c'est écrit noir sur blanc dans les procédures de cette institution. Ce que nous avons aujourd'hui en Afrique, ou bien au Togo, ou bien dans nos pays africains, on n'arrive pas à écrire des procédures de travail dans nos institutions. Et c'est ce qui nous pose le problème. Je crois que le temps qui nous est imparti pour notre... Les pays réclament ce qu'on appelle les réformes institutionnelles pour mettre tous dans les procédures. D'accord. Je voyage dans le cadre de l'expertise, par exemple, quand je voyage, on me paie certaines choses. Mais si je veux dépasser ces lignes, je paie avec ma poche. D'accord. On va aller rapidement en pause de publicité. On va en pause de publicité et on revient sur ce plateau. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand on parle de fonds de discrétion... Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Niawa. Ça, c'est autre chose. Avec vous. Merci, chers panélistes. Revenons rapidement sur ce plateau pour la suite de notre débat. Alors, on va essayer de continuer avec une petite vidéo. Et chacun va donner ses analyses au vu de cette vidéo. Je pense
pense sincèrement que dans l'intérêt de la patrie, il urge que la CEDEAO, qui a pour mission de réguler ces tensions entre les protagonistes de la crise, en tout cas s'active pour mettre les deux protagonistes autour d'une même table pour trouver une solution d'apaisement, c'est-à-dire que les délégués de C14 retrouvent leur place effectivement à la CENI pour rendre la CENI inclusive et fonctionnelle. Que les représentants de la C14 également puissent investir tous les démembrements de la CENI. Et que, au niveau de la CENI, qu'on examine d'abord le fichier électoral avec les experts pour savoir si ce fichier peut être validé pour les prochaines compétitions électorales. Je pense que si nous n'arrivons pas en amont à trouver une solution au problème de la représentation de la C14 au sein de la CENI et que nous engageons les élections dans ces conditions, j'ai le sentiment que nous allons déplacer le conflit et que peut-être après les élections, les conflits vont s'amplifier. Et c'est ce que je crains. Mais je rappelle aussi à ceux qui nous écoutent que l'Assemblée actuelle est arrivée à la fin de la législature et qu'il est important donc de procéder à son renouvellement. Je lance donc un appel à ceux qui manifestent et également à la majorité, donc au pouvoir, qu'il y ait un sacrifice nécessaire est à faire pour ramener la paix dans le pays et permettre donc que le processus électoral que nous avons puisse se dérouler de manière consensuelle dans la paix. N'oublions pas qu'il y a une crise sociale majeure dans le pays et que nous, élites politiques, nous devons faire tous les efforts nécessaires pour ramener la paix, la compréhension et permettre que l'économie reprenne parce que l'économie togolaise aujourd'hui est en panne en dépit de bons résultats enregistrés auprès de certaines organisations internationales. Nous disons que l'économie est en panne. Vivre au Togo aujourd'hui, pour les plus vulnérables, est un supplice. Merci. Alors, revenons rapidement dans ce studio. Alors, monsieur Komi Komla, vous avez quand même compris, monsieur l'ex-ministre, monsieur Agboyome, au cours de cette vidéo. Je pense que je vais devoir vous donner la parole pour quand même essayer de faire vos analyses vis-à-vis de ce qu'il a dit. Ah oui, je pense qu'Agboyome est dans la droite ligne des Togolais qui pensent que le contentieux électoral doit trouver, ou soit la crise togolaise doit trouver une solution avant les élections. Et il a fait appel aux deux parties de se trouver, de trouver un terrain d'entente. Et Agboyome n'est plus à présenter aux Togolais. Je pense qu'il a été Premier ministre jusqu'en juin 2002 et il a quitté définitivement les affaires en juin 2002. Après, quand il a quitté, il y a eu la révision électorale. Donc, il y a eu la révision de la Constitution togolaise en décembre 2002. Donc, Agboyome n'était pas autour aux affaires quand il y a eu ce tripatouillage de la Constitution togolaise. Je pense aussi que c'est... donc il a appelé les gens à essayer de trouver une solution au problème. Il faut rappeler qu'Agboyome a fait 2 fois la prison au Togo. Il a fait la prison à Kara, il a fait la prison à Lomé pour cette conviction. Après avoir travaillé pour EADEMA pendant des années, il a quitté la BAC. Et il a été aussi avec l'opposition, CST, FRAC et tout ça là. Donc, comme je l'ai dit, il n'est plus à présenter. Et il faut qu'aujourd'hui les Togolais puissent comprendre et essayer de voir que, à part l'UDIR, à part la C14, il y a aussi d'autres Togolais qui aiment ce pays et qui veulent que ce pays avance. Et c'est ça la démocratie. Le Togo est un pays très diversifié et si nous ne respectons pas cette diversité en matière politique, ça ne fait que, le Togo ne fait que perdre des gens susceptibles d'apporter quelque chose
au développement de ce pays. Merci. Merci. Alors, professeur... D'accord. Monsieur Cassio, allez-y, monsieur Cassio. Non, je vais démonter rapidement tout ce que mon frère vient de dire sur Agbeome. Agbeome était Premier ministre, était président de l'Assemblée, était ministre sous Eyadema. Eyadema qui ne connaît rien de ce qu'on appelle la performance, de ce qu'on appelle monter quelqu'un de A à B. Agbeome se monte lui-même de chambre en chambre. Agbeome n'est rien au Togo. On parle de Agbeome a fait de la prison au Togo. Agbeome s'est invité à la prison. Qui ne connaît pas Agbeome? C'est un voyou du Togo. Agbeome voulait tout simplement revenir au Togo pour devenir président. C'est ce qu'il a voulu faire. Et il a négocié ça avec interne, avec le RPT Unir. Il est reparti, il est revenu. Et puis ensuite, quand il est revenu, les autres qui étaient là l'ont bloqué et ils l'ont mis en prison. C'est tout. Ça s'arrête là. Agbeome, on me dit que Agbeome est en train de dire qu'il faut trouver une solution, par exemple, à la crise avant d'aller aux élections. Qui a déposé premièrement les candidatures à partir du moment où la crise, le consensus n'est pas encore retrouvé? Messieurs, mesdames, si nous voulons dire la réalité aux Togolais, il faut aujourd'hui classer certaines personnes qui restent à part politiquement et puis ensuite on va les prendre après lorsqu'il y aura alternance. Agbeome ne va jamais rester au sein de l'opposition pour que nous puissions réaliser l'alternance. Je connais bien Agbeome, c'est un ami personnel à moi. J'ai été tenté même de devenir quelqu'un de son obus. Agbeome, c'est aujourd'hui, il sème le désordre au sein de la classe politique et il le faisait depuis jusqu'à présent. Classons Agbeome. S'il est intelligent naturellement, oui, nous allons l'utiliser lorsqu'il y aura alternance. Mais quelqu'un qui souffre le chaud et le froid, il est dangereux dans la dictature. Agbeome, on n'a pas encore eu le consensus sur les réformes. Agbeome a déjà déposé les candidatures pour les élections législatives. Est-ce que ça vous donne un sens? Ne venez pas ici nous dire de n'importe quoi. D'accord. Je crois que, monsieur le professeur. Oui, allez, oui. Merci. Bon, je vais demander à mes amis de mettre la balle à terre au moins pour un temps soit un peu. Nous sommes là, les gens nous suivent, nous sommes là pour apprendre les uns des autres. S'il y a quelqu'un qui juge bon qu'il y a quelque chose qui doit redresser, c'est son opinion, il peut le faire en toute liberté. Mais je pense aussi qu'il faut éviter d'utiliser des mots, même si c'est un adversaire politique, peut-être que après tout, nous allons nous retrouver. Monsieur, nous sommes tellement très frustrés au Togo avec ces gens de personnes. Je souhaite vivement qu'on puisse calmer et puis mener le débat à chose. Moi, ce que je vais dire dans tout ça là, ma réaction par rapport à la position de M. Agbeome Kodjo aujourd'hui, c'est que c'est de ces positions-là qui ont permis au pouvoir de se pérenniser dans le temps au Togo. Moi, personnellement, c'est ce qui me gêne. Vous vous souvenez, en 92, lorsque Eyadema a voulu organiser les premières élections au Togo, où l'opposition devait participer, M. Jimmy Carter il avait conduit le NDI, le National Democratic Institute. Ils sont allés, il était le chef de la délégation qui devait vérifier que l'encre était indélébile ou pas. Lorsque le président Carter a vérifié l'encre, il a donné une conférence le matin même des élections à l'aéroport quand il quittait le Togo. Il dit l'encre supposée être indélébile est délébile. C'est ce qu'il a dit, c'est en ces termes. Et il est parti. Alors, lorsque Eyadema a su que les gens, les opposants de poids n'allaient pas aux élections avec lui pour lui donner une certaine crédibilité, il a su monter des gens comme Adani Ife et autres qui étaient déjà là, qui ont participé. Ce qui a fait que Eyadema n'était pas le seul candidat et donc il a pu justifier qu'il a gagné les élections. Donc l'histoire du Togo s'est fait répéter comme ça. C'est pourquoi moi j'ai dit que si Agbeome avait à cœur la souffrance, la libération de ce peuple-là, il suffisait d'obtempérer et de ne pas s'associer à ce processus-là. Parce que maintenant, ils disent que bon, il y a une opposition qui va aux élections. Agbeome et puis Jerry Tama et autres.
j'aurais même appris, je ne sais pas, je n'ai pas encore vérifié, que dans certains coins comme Tabligo, là où Agboïme devait être candidat et son groupe, le RPT a refusé de déposer des candidatures pour ouvrir, c'est pas, donner la facilité à ces partis qui veulent aller aux élections de gagner. Moi, je pense que nous n'allons pas résoudre. Agboïme Kodjo sait que les élections ne vont pas résoudre le problème au Togo. Ces élections-là vont en créer. Il a même dit, lui-même il a dit. Donc, bon, si maintenant il est candidat, et moi, quand même, je permettais quand même que l'homme puisse, n'est-ce pas, dire que ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. L'homme puisse dire qu'il est complice du système. Parce que si tu n'es pas complice, tu ne peux pas l'accompagner. Puisque le système t'utilise maintenant pour justifier le fait qu'il ne va pas aller aux élections. Moi, c'est là où ma frustration se retrouve vis-à-vis d'Agboïme Kodjo. Sinon, en dehors de ça, je n'ai rien contre lui. C'est un frère togolais. Et je souhaite qu'il soit dans la danse. Mais le jeu qu'il est en train de jouer avec les tamas et autres, c'est un jeu dangereux. Et ils sont plus dangereux même que les RPT, selon moi aujourd'hui. Le jeu auquel ils sont en train de jouer. D'accord. Je crois qu'avant de passer à notre ami Suleiman Harouna, je vais donner la parole à M. Koma. Merci Serge. Vous savez, en politique, je continue pas à apprendre. Et quand vous côtoyez des gens de la carrue d'Agboïme, vous allez apprendre quelque chose. C'est qu'il faut avoir la patience devant certaines déclarations. Et je ne veux pas revenir sur cette déclaration parce que je sais que c'est normal. Mais il faut surmonter ces choses-là. Je ne serai pas ici pour insulter qui que ce soit. Mais au contraire, je suis là pour valider dans le respect absolu que j'ai pour l'homme et dans l'éducation que je donne à mes enfants et que j'ai reçue. Je ne vais pas venir ici, par exemple, utiliser certains langages. Donc, je remercie le professeur Moussa pour son intervention très clarifiée, très sage. Mais, vous savez, en 2015, il y a eu des cris au Togo, n'allez pas aux élections. Mais des gens sont partis aux élections, c'est parce qu'ils ont compris que c'est peut-être, ils ont peut-être raison. C'est l'histoire qui va juger les gens. Hein. Et on a vu ce que 2015 a donné. Aujourd'hui, ces mêmes gens, ils sont toujours en politique. Est-ce qu'ils ont fait un jeu sale quand on disait n'allez pas aux élections s'il n'y a pas de réformes? Souvenez-vous, en 2002, l'opposition n'est pas allée aux législatives. Et quels sont les résultats? La Constitution a été modifiée. Et nous en souffrons aujourd'hui. Vous savez, on ne peut pas répéter les mêmes erreurs. On ne peut pas répéter les mêmes erreurs. Serge, Monsieur Cassio, laissez M. Koma continuer. Allez-y, Koma. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut arrêter, il faut arriver à un moment à arrêter certaines choses au Togo. Ce que mon ami est en train de dire, Serge, je pense que je ne viendrai plus sur votre plan. D'accord. Il y aura des gens qui ne peuvent pas faire des erreurs. D'accord. Monsieur Koma, Monsieur Cassio, oui. On va essayer de donner la parole à notre ami Harouna, parce qu'il attend impatiemment. Il faut me laisser une minute d'abord. Il faut dire la vérité aux Togolais. En politique, hein, vous savez, il y a des hauts et des bas. Il y a des erreurs dans la vie. Et effectivement, Jean-Pierre Fabre l'a répété la fois dernière, publiquement devant plus de 500 000 personnes, que nous étions complices de ce qui se passait au Togo. Nous étions allés aux élections dans certaines conditions et nous croyions que nous pouvons gagner. Aujourd'hui, pourquoi les gens sont encore derrière ces mêmes personnes? C'est parce qu'ils sont devenus conscients. Je suis un père de famille à la maison, j'enseigne ce qu'on appelle la conscience à mon enfant à la maison. De ne pas aller souffler le froid et le chaud. C'est que aujourd'hui, tout le monde, Jean-Pierre Fabre aussi en 2015, croyait aller aux élections ou bien avec les autres pour pouvoir gagner le RPT Unir. Mais aujourd'hui, il comprend que
cette allure n'était pas la bonne allure. Maintenant, toi, en tant que Premier ministre, président de l'Assemblée, qui connaissait tout cela, pourquoi aujourd'hui les gens se tournent avec une nouvelle dynamique et tu restes encore dans l'ancienne dynamique? C'est parce que tu as quelque chose avec ce régime. C'est parce que tu es complice de ce régime et tu veux coûte que coûte conduire le Togo à l'abattoir. Pourquoi il est allé déposer des candidatures? Pourquoi il se considère comme des... Monsieur Cassio, je pense que vous me manquez un peu de respect là parce que le monsieur m'a coupé. Le monsieur est parti sur plus de temps que j'ai fait. Monsieur, allez-y, monsieur Komla. Monsieur Komla, vous avez la parole. Ce que peut me donner, c'est le respect. Ça, je suis clair là-dessus. Vous m'entendez bien. Je ne suis pas énervé, mais je pense que vous devez vous excuser. Ce qui s'est passé maintenant n'est pas logique et n'est pas normal. Nous sommes dans un débat. Nous sommes dans un débat, c'est normal. On doit se respecter. Nous sommes dans un débat. Il faut Monsieur Classio, Monsieur Classio, vous n'avez pas la parole, Monsieur Classio. Laissez Monsieur Komla, allez-y, continuez, Monsieur Komla. Ceux qui sont en train de nous suivre. Alors, ce que je dis, en 2015, les gens sont partis à des élections. C'est après 3 ans qu'ils ont su qu'ils ont fait des erreurs et c'était des élections présidentielles. Aujourd'hui, si vous voyez dans la C14, vous voyez qu'il y a presque tous les partis de parlementaires de l'opposition. L'Assemblée nationale, les députés sont à la fin de leur mandat. Si nous restons sans rien faire, je comprends les Togolais, mais il faut aussi comprendre que la démocratie, c'est une diversité d'opinions. C'est une diversité d'opinions et un respect de l'opinion de l'autre. En 2013, nous avons eu le même problème. Aller aux élections, ne pas aller aux élections, aller aux élections, ne pas aller aux élections. C'est la nuit même de la date de clôture que certains partis sont partis déposer leur candidature. Et vous savez ce qui s'est passé? Si vous voyez bien les résultats, vous allez voir que l'opposition ne s'est pas bien préparée sur le terrain, ce qui a fait que ils n'ont pas fait beaucoup de résultats. Et aussi, il y a la répartition électorale. Et le découpage électoral aussi qui a joué mal contre eux. Personne ne dit aujourd'hui que ce que la C14 est en train de faire est mauvaise. Nous sommes en train de dire qu'il faut que les deux parties puissent trouver un terrain d'entente pour sortir notre pays de cette crise. D'accord. Mais nous ne voulons plus faire l'erreur de 2012. Et je vous dis, aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Nous ne sommes pas sûrs que ces élections vont même avoir lieu le 20. Ça, je vous le dis. Parce qu'en 2013, il y avait un problème de date. Mais Agboué a déposé des candidatures. Okay. Agboué a déjà posé ses candidatures. Monsieur Cassio, laissez comment continuer parce que nous sommes... Monsieur Cassio, laissez comment continuer. Comment, allez-y, parce que nous voulons passer la parole à notre ami Suleiman. Parce que le professeur Moussa me connaît un peu. Je ne suis pas ici pour faire du buzz sur Internet. Ce que je suis en train de dire, c'est que allons-nous faire encore l'erreur de 2002? Ça, c'est aux Togolais d'en juger. Donc, aujourd'hui, le 1er décembre, rien n'est sûr que les élections vont se tenir le 20. Et nous prions que ça ne se tienne pas le 20 pour que toute l'opposition, dans son ensemble, aille à ces élections. Nous ne voulons pas diviser. Vous savez, siffler du chaud ou du froid, ça, ce sont des termes. D'accord, je crois qu'on va passer la parole à notre ami Suleiman Harouna. Alors, monsieur Harouna, est-ce que vous êtes en ligne? Monsieur Classio? Monsieur Classio? Vous déposez vos candidatures. Vous appuyez l'accélérateur pour dire que l'élection se tienne le 20 décembre. Et maintenant, vous venez dire que vous priez à ce que les élections ne se tiennent pas le 20 décembre. Ça, c'est... D'accord. Monsieur Classio? Je pense que vous ne comprenez pas peut-être ce que je suis en train de dire. Non. Messieurs, nous devons sortir de cette logique au Togo. Une diversité pour Monsieur Classio. aller dans le sens
Monsieur Classio, nous allons partir du côté de M. Haruna. Monsieur Haruna, vous avez la parole. Vous comprenez? Monsieur Haruna, vous avez la parole. Le fils de Maître Agboibo, qui est aujourd'hui parti de la C14, a été à un moment donné accusé de tout et de rien au Togo. Mais aujourd'hui, parce qu'ils sont avec ceux qui prétendent être c'est-à-dire sans eux, il n'y aura pas de changement au Togo, ils sont encore devenus un parti sain. Vous comprenez? La lutte, je comprends qu'il y a tellement de frustration au Togo, mais nous n'allons plus faire les erreurs du passé qui ont coûté cher. D'accord, Monsieur Komla. Monsieur Komla. Merci, Monsieur Komla. Merci, Monsieur Classio. Alors, Monsieur Haruna, vous avez la parole. Enfin, merci. Au fait, j'ai été patient pour que mes deux amis puissent vraiment revenir dans une logique beaucoup plus apaisée. Vous savez, la politique, c'est cela, mais la passion aussi, c'est une autre chose. Donc, je pense que le professeur nous a donné une très bonne leçon de médiation ici. Donc, je vais dire à mon frère Classio que je comprends la frustration, mais pour que ce panel soit toujours vraiment un panel panafricaniste et que pour que les gens nous considèrent toujours, il faudrait qu'on mette... Oui, Monsieur Haruna, par rapport à la vidéo, intervenez rapidement. Et surtout de bon sens. Surtout de bon sens. Monsieur Haruna, vous avez la parole par rapport à la vidéo de Monsieur Agboyome. Ok, merci beaucoup. Non, en fait, c'est ce que je vois par rapport à Agboyome. Il faut reconnaître que Agboyome aussi, il a eu quand même l'audace de baliser le terrain de l'opposition. Donc, il a eu l'audace de taper sur la tête et sur la table au moment de Yassine Père. Donc, c'est sûr qu'après, il a eu des ratés et aujourd'hui, il revient. Donc, moi, je pense que le problème que le professeur est en train de dire, au fait, bon, vous savez, il y a des positions que le politicien là-bas, peut utiliser des gens pour, comment dirais-je, donner un habit neuf, alors que l'habit qui est en dessous de ce politicien, je veux parler de Paul Gnassingbé et de sa famille, c'est un habit souillé. Donc, certaines réactions, ils peuvent utiliser cela pour légitimer leur pouvoir. Donc, c'est un peu, au fait, le débat pouvait aller dans ce sens. Donc, sinon, moi, je le dis, Agboyome reste toujours un partenaire incontournable. L'homme a été Premier ministre. Effectivement, il a fait des ratés comme les Favre, comme les autres opposants. Moi qui vous parle, pendant la conférence nationale, je suis arrivé au Togo pour conscientiser certains étudiants en ce moment-là. Donc, mais, vous voyez tout ce qui s'est passé, même l'ancien Premier ministre, tout cela nous ont trahis. Parce que nous, les Béninois, on était en phase avec les Togolais pour pousser le régime-là, dans le décor. Mais il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup d'opposants togolais qui nous ont trahis. Maintenant, la question, on ne peut pas les pousser de façon radicale. Donc, moi, je pense que M. Komi disait quelque chose que j'aimerais que M. Classio puisse considérer. C'est-à-dire, est-ce que nous-mêmes au Bénin, on se pose cette question? Est-ce que ce que nous avons fait, le combat que nous avons mené avant de la même façon, est-ce que cela nous a bénéficié? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la méthode du combat contre l'adversaire? Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Donc, on peut appuyer et dépresser un peu. On peut ramener Agboyome et constituer une force. Donc, moi, je pense que du moment où Agboyome, il faut savoir, c'est un politicien. Il se cherche aujourd'hui. Donc, c'est un politicien. Vous ne pouvez pas refuser les
ce que Yaïboni appelle, comment dirais-je, des pièges politiques là, ou soit des astuces politiques à des politiciens, à des politiciens carriéristes. Donc, qu'est-ce que vous voulez que si aujourd'hui il y a une faille entre l'opposition, Agbeyome est en train de se positionner comme un centriste. C'est ce qu'il faut connaître. Est-ce que tu vois? Donc, il se pose comme un centriste. Est-ce que tu vois? Donc, si cette position de centriste peut lui faire parvenir, peut le faire parvenir aux élections législatives et rester incontournable au Togo, mais c'est un politicien. Donc, c'est à l'opposition de rester unie et de le faire venir au dialogue. Et ensemble, on peut vaincre l'adversaire politique. Ouais, donc, moi, je veux dire que ce slogan-là, où Classio est en train de dire, bon voilà, et Agbeyome ne peut pas souffler le froid et le chaud, et il faut l'exclure. Mais tant que le monde sera monde, il y aura toujours ses faits. Tant que le monde sera monde, il y aura toujours ses faits. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, en politique, ce qu'on a dit aujourd'hui, peut-être demain, je vais revenir. Je ne parle pas de moi, mais on peut revenir pour dire autre chose. D'accord. Merci. Merci, chers panélistes. Je crois que nous avons terminé le débat. On va continuer le débat la semaine prochaine. Il est houleux. Vous allez m'excuser. Le temps qui nous est imparti est à terme. Merci pour votre contribution. Professeur, merci. Merci, Komla. Merci, Aruna. Merci, Monsieur Cassio. Et quant à Masser Niawa, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débat qui sera encore plus houlé. Merci aussi à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.